Assistir beverages will be complimentary. For a complete listing of the beverages we do offer, you can refer to Back to Hemispheres magazine. Ce film m'a conduit sur les traces d'une histoire bien étrange qui constitue l'une des affaires criminelles les plus spectaculaires de l'histoire des États-Unis. Tout avait commencé de manière anodine. Je m'étais aperçu que l'informatique utilisait des concepts empruntés à d'autres domaines. Multimédia, virtualité, abolition des frontières et révolutions de toutes sortes faisaient partie du programme d'un courant artistique d'avant-garde des années 60. Ce courant voulait supprimer les frontières entre l'art et la vie. Son mot d'ordre était « Change now », changer maintenant. Un cocktail fascinant de révolte, de rock et de pop. Leitmotiv de ce mouvement, tout est possible. La réalité est transformable à volonté. Tu es ce que tu veux être. La rencontre entre le monde de l'art et celui de l'informatique m'intrigue. Pourquoi les artistes et les ingénieurs informatiques ont-ils utilisé des modèles et des concepts apparemment semblables? Existait-il un modèle et un système commun, secret? Mes recherches me mènent chez un éditeur à New York. Dans les années 60, John Brockman faisait partie de la scène multimédia new-yorkaise et côtoyait John Cage, Jonas Mekas et Andy Warhol. Il devient riche et célèbre dans les années 80, au moment de l'émergence de l'art multimédia et des nouvelles technologies. Brockman est alors l'agent littéraire de physiciens, de chercheurs en génétique et d'ingénieurs informatiques, dont la promotion est digne de celle des pop stars. Dans les années 90, sa maison d'édition devient le centre d'un réseau de scientifiques, d'artistes et d'hommes des médias qu'il baptise Digerati. Une cyber-élite qui conjugue avec talent la technologie multimédia, l'informatique et les affaires. En 1993, le réseau de John Brockman est la cible d'un attentat à la bombe qui fera une victime, l'ingénieur en informatique David Gellert. Le FBI arrête le présumé coupable, un ancien professeur de mathématiques diplômé de l'université de Harvard, Ted Kaczynski. Pourquoi un mathématicien devient-il terroriste ? John Brockman est mon premier interlocuteur. En 1963, il s'est installé à New York et a commencé une carrière de banquier. I was walking through Central Park one day, playing my banjo, and along comes Jonas Mekas with his little 8mm camera, and he starts filming me. We started to talk, and within a day, I was the new director of the Filmmaker Cinematheque. And I quit my job. And he said he wanted to put together a festival based on cinema but incorporating other arts. And that was the mandate. And he made some suggestions. We thought about it, talked about it, and it was up to me to put it together. And so I called it the Expanded Cinema Festival. And I went to Rauschenberg, Oldenburg, Namjoon Paik, the USCO group, Caroline Schneemann, dancers, artists, poets, audiovisual people,
And the only requirement was cinema somehow was incorporated into the piece, just a total rearranging of the senses. You didn't know what you were looking at. And all these people were experimenting with media. They were dealing with technological stuff. You know, nobody was talking about cybernetics at the time, but they were all reading McLuhan. Rauschenberg told me about McLuhan, suggested I read it. Then Cage handed me a copy of Cybernetics by Norbert Wiener and said, "This is something for you." Because I was extremely interested in notions of feedback and nonlinearity. I got a call from A.K. Solomon, who was head of biophysics at Harvard, and he had read about the Expanded Cinema Festival. Said, you know, we have all these scientists up here at Harvard and MIT, and a group of us would like to invite a group of artists to spend a couple of days in a seminar, to talk about mutual interests. So I was invited to put this together, which I did. And then they took us to see the computer. There was a room, and everybody there was wearing white coats, and they were cold, and we were cold watching the computer and all these cards and file cards, and I just stood there like a kid with my nose against the window, and it was so exciting, and I have no idea why. J.Z. Young, an Oxford biologist in Doubt, Uncertainty, and Science, said, we create tools and then we mold ourselves through our use of them. And I read that in 1964, and something went off. And I suddenly realized that reality isn't this thing in front of us on a proscenium stage. It's a movable feast. We are creating technologies. Then we are the technologies. It's not your heart is like a pump, your heart is a pump. It's not your brain is like a computer, your brain is a computer until the next thing comes along. Now you're a neural net, or now you're an information system. And, the circles widened. So there was Heinz von Forster, who was the dean of the world cyberneticists. There was Gregory Bateson, Stuart Brand. Almost all these people were authors, as I was. I'd read all their books. And no one in New York had a clue that there was something happening, that there was a consciousness or mindset that had evolved, and you could connect all these people. Like, you can connect this and this. There are ways to put it together and to see a cohesive whole, and they were best-selling authors, and they were getting screwed by the publishing industry. So I was dragooned into becoming an agent because I had a business background, and they said, why don't you just go back and look after our interests? It'll take you an hour a day. And I thought it would be a nice way to pick up some money while I wrote books. And I found out very quickly that I was sitting on an oil well and I couldn't control. And that was 30 years ago. In 1993, someone attacked your network. We talked about your network, and David Gelernter, one of your fabulous writers, received a letter bomb from the Unabomber. Right. Why do you think he was a target? Well, I know he was a target. This madman, criminal madman, would read the New York Times, and a lot of the people he picked as targets were people that John Markoff had profiled. So Gelernter was the subject of one of the biggest profiles ever in the Times in 1991, and I'm sure that had something to do with it. But the Unabomber, he studied in Harvard, and he was a mathematician. Yeah, and he's a sick criminal. I wouldn't have a serious discussion about this guy. He doesn't rise to the level. I think he's a guy that wrote this manifesto that
he couldn't possibly get published because it's written so badly and is so flawed. So in order to get it published, he killed people. End of story. People can have arguments about environment and science, but you don't need to kill people to make your point. And I wouldn't dignify him by discussing him any further. Let's change the subject. Shut it down! That's what I'm doing. I am a time bomb. Ticket, time bomb. La société industrielle et son avenir par le FC. Les conséquences de la révolution industrielle sont désastreuses pour l'humanité. Nous préconisons donc une révolution contre la technologie. Le progrès technique et scientifique va détruire la liberté de l'individu. Il n'existera bientôt plus de lieu où l'individu pourra échapper à la surveillance d'un superordinateur et au contrôle de la conscience. Il serait vain de combattre ce système sans utiliser la technologie moderne. Nous devons utiliser tous les médias pour diffuser notre message. La nature est l'opposé de la technologie et constitue l'alternative parfaite à ce système. Plus vite ce système disparaîtra, mieux ce sera pour l'humanité. Florence, Colorado, le 28 février. Cher Monsieur Danke, je vous remercie pour votre lettre et vos questions auxquelles je vais essayer de répondre. Cela me permettra d'approfondir mes connaissances en allemand. Je ne suis pas un scientifique. J'ai été mathématicien il y a 30 ans, mais j'ai oublié la plupart de mes connaissances en mathématiques. Je pense que les utopies sont absurdes et dangereuses, particulièrement celles d'une société technologique. La technologie est un pouvoir opiniâtre et extrêmement dangereux, qui nous conduit où elle veut bien nous conduire. Cela ne tient ni du hasard, ni de l'arbitraire de bureaucrates, politiciens ou scientifiques arrogants. Mais le système technologique doit tout simplement conformer le comportement humain à ses propres exigences. Ceci est indispensable pour qu'il puisse fonctionner et continuer de s'étendre. Vous me posez également des questions sur le manifeste. Toutes les versions publiées du manifeste sont incorrectes. Elles contiennent de grossières erreurs. Si vous souhaitez recevoir une version exacte du manifeste, je peux vous en envoyer une. Vous pouvez continuer de m'écrire en allemand. Comment naît une utopie? Est-ce qu'elle naît par hasard? A-t-elle un ou plusieurs inventeurs? Existe-t-il un plan? Au MIT, le Massachusetts Institute of Technology, on forme l'élite internationale des ingénieurs et des scientifiques. Le MIT a été un pionnier dans le partenariat entre l'armée et les universités. Cette collaboration commence pendant la Première Guerre mondiale et se poursuit pendant la Seconde, où la technologie devient décisive. Stuka auf Stuka kippt ab. Le 13 août 1940, la Luftwaffe lance son offensive contre la Grande-Bretagne. Peu après le début des attaques allemandes, le mathématicien et physicien américain Norbert Wiener met son savoir au service de la lutte contre le fascisme.
Weiner est professeur de mathématiques au MIT. Pendant la Première Guerre mondiale, il s'est intéressé aux questions de balistique et d'artillerie. Comment construire une machine qui peut prévoir les mouvements des avions de chasse, de façon à pouvoir les abattre? Weiner doit pour cela tenir compte de la nature technique de la guerre, où hommes, bateaux et avions ne sont plus sur l'écran radar que des points et des dessins abstraits. Le pilote ne fait plus qu'un avec son avion. La frontière entre l'homme et la machine s'estompe. Il en résulte un adversaire anonyme et mécanisé, dont les actes sont simulés et calculés dans des laboratoires de guerre. Les machines de Weiner ne seront pas utilisables avant la fin de la guerre, mais le mathématicien posera avec elles les bases d'une nouvelle science que l'on baptisera cybernétique. La cybernétique s'intéresse à la transmission des informations dans la machine et l'être vivant. À la base de la cybernétique, il y a la supposition que le système nerveux humain ne reproduit pas la réalité, mais la calcule. L'homme apparaît comme un système qui assimile des informations, la pensée comme un traitement de données, et le cerveau comme une machine constituée de chair. Le cerveau n'est plus le lieu où le moi et l'identité se forment de façon mystérieuse grâce à la mémoire et à la conscience. C'est une machine constituée de circuits, de boucles de contre-réaction et de nœuds de communication. Boîte noire dans laquelle la cause devient effet et l'effet devient cause. Un système de feedback fermé avec des entrées et des sorties de données que l'on peut contrôler et calculer. Le cerveau n'est plus envisagé du point de vue de la nature, mais de celui incontestable des mathématiques et de la logique. Selon Weiner, d'une société cybernétique, fournit aux États-Unis, devenue une superpuissance politique et militaire, une légitimation scientifique. La cybernétique devient la nouvelle science de référence et se développe sous plusieurs étiquettes. D'une théorie naît une pratique à l'échelon international. With the Cold War, with World War II over, and now us turning our attentions to the Russians, we needed various ways to, one, literally protect our skies, and two, to give the people of the U.S. Sort of a feeling of security. And that's where Sage came in. Sage is the largest computer ever made, and this is only one portion, and all of this is another portion. And we have less than 10% of one Sage machine. First wide-scale use of modems was on this machine. And how it worked was you'd actually see a blip on the screen that was moving, and you would access that blip with a light gun by actually clicking on it. And if there was any information in air traffic control, it would show up in one area. But if not, the intercept technician would have to have it shot down. And you can see the large screen here. And first wide-scale use of modems, it was a decentralized network. So if a bomb was to take out one of them, you could still control the output and the inputs from another station. So it was very influential in the early days of the ARPANET, with a lot of the whole concept of, being able to keep the network running if you lose one of the nodes. Indicate what was coming, and then you could scramble jets or even launch missiles from the ground. You also see that you have the ability to dial up other sectors and control their airspace also. And if you wanted to zoom in and just deal with a specific division, and then you could access that, and it actually would give you a full screen of that. Very, very advanced system. You can see you have standby, off power, or you can just keep the cooling to it at any time. You also had a cigarette lighter and ashtray, so if you were smoking, you could keep them going insane. In response to the recent cases of anthrax in the U.S., all of the experts I spoke with said the worst thing we can do right now is panic. We need to let public health officials and the FBI carry out this investigation. And in the meantime, what the board can do is take some time to get enough of your love. As well as what the not do. I'm a hopeful
Retour à Ted Kaczynski. En 1958, l'adolescent de 16 ans, au QI de 170, commence ses études de mathématiques à l'université de Harvard. En 1967, Ted Kaczynski est professeur de mathématiques à l'université de Berkeley. Pourquoi Ted est-il passé dans le camp des opposants à la technologie et n'est-il pas devenu un hippie passionné d'informatique comme Stewart Brand ou John Brockman? D'où lui vient sa peur tardive des ordinateurs et des techniques de contrôle psychologique que l'armée américaine développait à cette époque dans ses laboratoires secrets? Comment crée-t-on des réseaux informatiques planétaires à partir d'ordinateurs isolés? C'est la tâche à laquelle s'est attelé l'ancien ingénieur de la NASA, Robert Taylor, à la fin des années 60. Taylor fait partie des jeunes ingénieurs et scientifiques enthousiasmés par la cybernétique de Norbert Wiener et les premiers ordinateurs. L'expert en missiles quitte rapidement la NASA pour devenir directeur scientifique au Pentagone. Là, il décide du montant des subventions accordées par le ministère de la Défense aux laboratoires des universités, aux entreprises ou aux scientifiques pour leurs projets de recherche. Il décide aussi de qui recevra ces subventions. Le projet ARPANET, développé sous sa direction dans les années 70, est le précurseur d'Internet et de tous les réseaux de communication utilisés aujourd'hui dans la guerre électronique. ARPA was founded in 1957, maybe 58, as a result of Sputnik. The Sputnik occurred in October of 57, and it greatly surprised the United States. They had no idea. In 58, very soon after Sputnik, Eisenhower, who was president then, asked the Department of Defense to set up a special agency called ARPA, the Advanced Research Projects Agency, to look for research projects that had a longer-term expectation associated with it, so in the hopes that we would not get surprised again, like the Russians surprised us. So the initial ARPA programs were all space-related, not computer research, by and large. Then in 1960, NASA was formed, and by Kennedy. And the ARPA space programs were all transferred to NASA. That left ARPA, by 61, 62, it left ARPA
an opportunity to do some other things. And one of the things they decided to get into was computer research. For my office in ARPA and for some of the other offices in ARPA, the policy was go find people with really big ideas that you think might work, and if they do work, the payoff will be very large. And then there were people, labs, offices, and companies. Yes. And how... And I was supporting... Can it work? Can you draw for me? How exists then a network? Okay, so this group here has its own computer, and this group has its own computer, and this group, and so on. But these computers cannot talk, communicate with one another unless you put a little translator next to each one of these. So this computer's sending something over here, it goes through this translator. The translator translates this language, if you will, or these bits, into a common language that he can understand and he can understand, but he can't and he can't. And so the translation goes through here, it comes here. This guy then translates this stuff into something that this guy can then receive. And the same is true over here, and over here, and even over here, so that everything is sort of multiple connected. But some historians have looked at this and said, well, the reason that ARPA built the ARPANET was in the case of nuclear disaster. No, that's not the reason we built the ARPANET. We built the ARPANET to enable people in different places who had common interest to share those interests. The internet is simply an evolution of the ARPANET, both in philosophy and in technology. All that took place from over the period 1971 to 1976 or so. And we had the first internet up and running in 75 or 6 when we put the Ethernet and the ARPANET together. So those were good years. There was a lot to do, and it was obvious what to do. And there was, and all these different things had to fit together nicely. They had to work together. So that was a lot of fun. Robert, for you it was a lot of fun, but other people were afraid of these growing networks. For them it seemed like cancer or a machine which we perhaps couldn't control. What do you think about such critics like Ted Kaczynski? He's crazy. We have people like that in our society. But he was a mathematician. He studied in Harvard. Yeah. Hitler was an artist. He studied in Vienna. Did you read the manifesto? You mean Mein Kampf? No, the manifesto by the Unabomber. No, I didn't read it. I didn't read Mein Kampf either. What am I afraid of? I'm afraid of, well, I'm afraid of the Al-Qaeda. I'm afraid of cancer. But I don't know enough. If we knew how to cure cancer, if we had more knowledge, in other words, about cancer, then we wouldn't be afraid of it. But you know cancer is an illness, Krankheit? An illness? Yeah. Is an illness of the modern society, is an illness of the civilization. Yeah, but someday, I believe, we will understand how to cure cancer or prohibit cancer. I believe that will happen long before we have an electronic battlefield or a machine that we can't control. And when we know how to cure or prohibit cancer, we will no longer be afraid of it. It's a question of knowledge, of eliminating ignorance,
Ignorance is a state of no knowledge. Ignorance. It's not stupidity. That's something else. Ignorance causes fear. Quels sont les premiers éléments de mon enquête? Un ancien mathématicien dont aucun de mes interlocuteurs ne veut discuter la critique du système, des ingénieurs et des artistes passionnés de technologie. Tout ceci fait apparemment partie d'un système dont je commence tout juste à percevoir les contours. Un système de feedback génial qui utilise chaque attaque contre lui et chaque perturbation comme source d'énergie lui permettant de se perfectionner. Qui a besoin d'une telle chose? Qui a conçu une telle chose? Entre 1946 et 1953, des scientifiques éminents de diverses disciplines se rencontrent au Beekman Hotel à New York, à l'invitation de la fondation Joshua Merci. Parmi eux se trouvent Norbert Wiener, Margaret Mead, Gregory Bateson, Kurt Lewin et John von Neumann. Le but de ces rencontres confidentielles, que l'on baptisera plus tard les conférences Merci et auxquelles participent parfois des agents de la CIA, créer une science permettant de prévoir et de contrôler le comportement humain. En ces temps de guerre froide, les États-Unis ont un besoin urgent de cette arme pour avoir l'avantage sur le nouveau champ de bataille du subconscient. Les participants des conférences Merci accueillent avec grand intérêt la publication en 1950 de La personnalité autoritaire. Il s'agit d'une étude collective de l'Institut international de recherche sociale, une annexe de l'Institut de recherche sociale de Francfort, dont les figures majeures sont Max Horkheimer et Theodor Adorno. La personnalité autoritaire est à l'époque l'étude sociologique la plus complète d'une société, en l'occurrence les États-Unis. Elle entreprend de fournir une explication scientifique aux préjugés religieux et raciaux. Les milliers d'entretiens récoltés forment une gigantesque base de données qui est exploitée par les ordinateurs les plus modernes et doit expliquer comment le comportement autoritaire peut devenir un phénomène de masse. Les auteurs de l'étude pensent que la cause se situe dans la matrice autoritaire de l'homme, qui est la clé de la psychologie du fascisme et des systèmes autoritaires en général. Cette matrice se développe au travers de l'éducation et de la tradition. Elle est incompatible avec la représentation métaphysique d'une nature supranaturelle. Objectif de la personnalité autoritaire, cerner l'individu potentiellement réceptif au fascisme et au racisme, spécialement envers les Juifs. À cet effet,
Les sociologues mettent au point une échelle qui doit mesurer le potentiel fasciste de l'individu, baptisée échelle F. Les tendances cachées de la personnalité doivent être mises à jour grâce aux techniques psychologiques les plus sophistiquées, comme celle du psychologue américain Henry Murray, l'un des pères des tests de recrutement actuels. Pour éradiquer à jamais le fascisme et l'antisémitisme, il apparaît nécessaire de changer la nature de l'homme et son modèle culturel afin que cette matrice autoritaire disparaisse définitivement. Mais comment pénétrer sans opération dans la personnalité et la conscience des hommes pour changer cela ? D'après le psychologue gestaltiste Kurt Lewin, l'un des participants aux conférences Merci, il convient d'abord de détruire les anciens équilibres et valeurs pour rendre les relations fluides. De nouveaux équilibres et valeurs peuvent alors être établis qui seront consolidés de façon durable par l'autorégulation. La rééducation devient de l'auto-rééducation. Le monde est censé se transformer en une société mondiale post-nationale et multiethnique sans frontières codifiées. Les participants des conférences Merci pensent pouvoir fournir les outils et les plans de construction nécessaires à l'avènement de ce nouvel ordre mondial. Des machines à calculer nouvelles et plus rapides, ainsi qu'une théorie des systèmes et des modèles cybernétiques grâce auxquels tous les domaines de la science, de la culture et de la politique pourront être contrôlés et dirigés. Cela doit permettre la programmation d'un homme nouveau, d'un homme anti-autoritaire. Florence, le 15 mai. Dans votre dernière lettre, vous m'avez posé tant de questions que je ne peux répondre à toutes. Lorsque je vous ai écrit que le concept d'utopie était insensé et dangereux, je ne voulais pas dire que toutes les utopies sont insensées et dangereuses. Je faisais référence à l'utopie selon laquelle on pourrait créer une société, selon un modèle jugé idéal. Vous avez certainement votre propre utopie, mais une autre personne aura une autre utopie, qui sera peut-être très différente de la vôtre. Aimeriez-vous que cette personne vous impose son utopie? Avez-vous le droit de lui imposer la vôtre?